avec Dr Dabar, on va parler du vaccin anti-pneumocoque pour vraiment protéger les poumons. Avec Dr Jad Habib, le vaccin anti-coqueluche. Et avec Dr Jacques Scheer, le vaccin anti-grippal. Donc, je laisse la parole maintenant à Dr Dabar. Et peut-être le temps de partager ses slides ou bien son écran. On peut encore poser des questions à Dr Haddad. Voilà, donc on a déjà donc là. OK, donc merci Georges, la plateforme est à toi. Georges, unmute. Yes. Bonsoir tout le monde, merci Fadi, merci pour ces présentations. Je vais changer de vitesse un peu et parler du pneumocoque, de la vaccination au pneumocoque. Au fait, le pneumocoque qui surinfecte souvent les infections virales, les gram positifs peuvent infecter les infections virales. On est dans le cadre du Covid et on a vu des poumons assez délabrés après les infections à Covid qui peuvent se surinfecter par des grammes négatifs, souvent à l'hôpital, mais sûrement aussi par des grammes positifs. Donc, je vais parler un peu de la vaccination au pneumocoque. Pardon, un instant. Donc, le streptocoque est endémique à travers le monde. Les infections qu'on est habitué à voir sont surtout les sinusites, les otites et les pneumonies communautaires. Aux États-Unis, la mortalité reliée au pneumocoque est autour de 5 à 7 %. Et le problème, c'est le pneumocoque invasif. Le pneumocoque invasif, ça veut dire qu'il entraîne une bactérémie, un empyème, une méningite ou une endocardite ou une ostéomyélite. Et là, le taux est autour de 10,6 pour 100 000 Américains. Et aussi, le pneumocoque est la cause la plus fréquente de la mortalité dans la pneumonie communautaire, si on regarde à travers les années. Un peu d'histoire, donc la pneumonie bactérienne, on a identifié dans la pneumonie bactérienne le pneumocoque par George Sternberg et Louis Pasteur. En 1902, Friedrich Neufeld a mis en évidence la réaction Kalung. En 1945, Alexander Fleming a gagné le prix Nobel en découvrant la pénicilline comme antibactérien, en particulier pour le pneumocoque. Et puis, dans la même année, en 1945, on a bien compris comment était la capsule du pneumocoque et la virulence de ce pneumocoque était vraiment reliée à sa capsule. Et en 1977, un vaccin donc de 14 sérotypes polysaccharides a été approuvé aux États-Unis et donc ciblé les 14 sérotypes et qui a pu prendre soin de 75% des infections en ce temps-là. Qui sont les groupes à risque de pneumocoque? On va revenir sur ça, mais qui sont à risque ici? Attention, c'est le groupe de pneumocoque invasive. Une infection invasive au pneumocoque, ce sont les enfants de moins de 5 ans, sachant que le pneumocoque aime habiter dans le nasopharynx des enfants. Les adultes de plus que 65 ans, avec un risque de 31 cas pour 100 000. Les problèmes fonctionnels anatomiques au niveau de la rate, donc ou bien absence de rate ou qui n'est pas fonctionnelle, et les malades qui ont à la limite des thalassémies ou les maladies, les hémoglobinopathies, les cancers solides et hématologiques, les infectés par le virus VIH, les maladies cardiovasculaires autres que l'hypertension, les BPCO et les asthmatiques ont un risque de pneumocoque multiplié par 6, les insuffisants rénaux, les diabétiques et les gens qui abusent des drogues intraveineuses et les alcooliques. Je parlais, puisque je suis pneumologue, j'ai parlé un peu du risque au niveau des malades BPCO. Donc, c'est très important de prévenir cette maladie chez les BPCO, et la pneumonie et les bronchites à pneumocoque qui peuvent devenir invasives éventuellement, qui est une cause donc la plus fréquente, si vous voulez, de la pneumonie communautaire, indépendamment de la comorbidité ou la maladie sous-jacente étant la BPCO. La BPCO augmente le risque de pneumocoque au niveau communautaire et de pneumonie à pneumocoque invasive avec septicémie, avec un taux de complications très élevé et d'une mortalité élevée et une débilité, donc des séquelles importantes. Donc, ce qui se passe au niveau de BPCO, il y a une immunité native qui est diminuée au niveau des voies respiratoires, il y a l'inflammation chronique au niveau systémique, il y a le tabagisme, il y a les exacerbations aiguës et l'usage intermittent des corticoïdes, qui tous contribuent au risque du pneumocoque.
En regardant le pneumocoque, j'insiste sur cette capsule, le polysaccharide, qui va être la base de la vaccination. Donc ça, c'est la structure du pneumocoque. Il y a plusieurs parties du pneumocoque qui sont toxiques, mais la capsule polysaccharidique, elle a vraiment des particularités. Cette capsule a un effet antiphagocytique qui est déterminant dans sa virulence. Il est important pour la colonisation du nasopharynx, en particulier chez les enfants qui ont un taux de colonisation jusqu'à 50% des enfants. Donc, la paroi du pneumocoque se fragmente et les capsules de polysaccharides sont reconnues par les anticorps auxquels ils se lient activement en s'aidant du complément. Donc, on a besoin des anticorps et on a besoin du complément pour lutter contre cette capsule virulente du pneumocoque. Et la capacité du pneumocoque d'aller dans d'autres zones du corps est limitée sur juste 20 sérotypes des 92 sérotypes, donc qui sont infectants. Et il y a deux réponses immunitaires au vaccin du pneumocoque. Il y a le polysaccharide et la protéine polysaccharide conjuguée. Donc on va distinguer les deux vaccins, le vaccin à polysaccharide et le vaccin conjugué. La réaction immunitaire, quand on reçoit le vaccin polysaccharide tout court, donc c'est les cellules plasmatiques, les B-cells, plasmacelles, donc qui vont se lier à partir des anticorps aux polysaccharides capsulaires du pneumocoque, et on va avoir avec le temps une déplétion des cellules B mémoire, on peut l'avoir, et on peut ne pas avoir une immunité persistante. Donc ça, c'est le désavantage du polysaccharide, d'où la nécessité de le combiner avec le vaccin conjugué. La réaction immunitaire avec le vaccin conjugué, elle est plus importante. Donc toujours les cellules B qui vont se lier. Là, on va voir que l'agent qui est lié à la capsule polysaccharide va être phagocyté par les cellules B, il va être présenté, il va créer une immunité spécifique par des cellules T qui vont être des cellules T mémoire, qui vont être réactivées à l'exposition, en plus de ce qu'on a parlé avant des cellules B avec des anticorps qui vont être sécrétés, mais là c'est avec des IgG1 et IgG3. Donc une réaction immunitaire qui est un peu différente, qui est persistante avec le temps, qui est plus forte quand on a le vaccin conjugué. Le concept de la vaccination, donc c'est une réponse cellulaire de type B qui est induite par un antigène par le vaccin, qui va donc on va avoir des anticorps, on va avoir une immunité humorale acquise contre les capsules de bactéries, qui est le principe de la vaccination contre le pneumocoque. En utilisant le vaccin conjugué, on va avoir une immunité cellulaire persistante avec une immunité mémoire qui va augmenter cette immunité cellulaire et la production d'anticorps et la durée dans le temps. Donc le principe de la réponse de l'hôte au vaccin du pneumocoque, ce sont des anticorps contre l'antigène du polysaccharide qui va donner une protection excellente contre la maladie invasive. Ce qui nous importe, c'est la maladie invasive qui est vraiment reliée à la mortalité. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé avec les infections invasives à pneumocoque et les pneumonies à pneumocoque et les pneumonies communautaires. En vert, ce sont les pneumonies tout court, toutes les causes de pneumonie. En rouge, c'est les pneumonies communautaires. Et en bleu, c'est les infections invasives à pneumocoque. Chez les enfants de moins de 2 ans et chez les adultes de plus que 65 ans. Et ceci, c'est après l'introduction du polysaccharide, du vaccin PCV7 contre le pneumocoque aux États-Unis à la fin des années 2000. Et vous pouvez voir, après les années 2000, comment le taux, surtout chez les enfants, d'infections invasives a chuté, donc méningite, septicémie, empyème, et chez les adultes aussi, ce taux a chuté. Donc, la vaccination va créer une chute de ces infections. Il y a beaucoup d'études qui ont montré en vaccinant les enfants, on va prévenir cette colonisation au niveau du nasopharynx, on va avoir une moindre propagation de ce pneumocoque au niveau des adultes, parce qu'il le capte de chez les enfants souvent, et on va créer ce qu'on appelle un genre de herd immunity effect. Et c'est pour cela que ces taux d'infection invasive à pneumocoque diminuent. C'est vrai, les pneumonies sont restées les mêmes, mais les pneumonies, il y a d'autres choses. Si on regarde les études récentes, après les années 2015 et 2016, les études de pneumonie communautaire, on voit que les virus
viennent maintenant en premier et que le pneumocoque est en train de diminuer. Et probablement, c'est dû à la vaccination au pneumocoque et au herd effect qui est lié à ce pneumocoque. Les différents vaccins qu'on a, donc vous ai montré une étude avec le PCV5, qui est un conjugué. Un autre vaccin qu'on utilise au Liban, c'est le PCV 13, donc conjugué, et le PPSV 23, le pneumovax polyvalent. Et vous pouvez voir les différents sérotypes qui existent suivant chaque vaccin. Donc, on va regarder qui sont les groupes à risque. C'est très important de se rappeler de ce tableau des groupes à risque. Donc, il y a des gens qui sont immunocompétents, mais qui ont des comorbidités à haut risque. Donc, on a dit les maladies cardiaques chroniques, excepté l'hypertension, les maladies pulmonaires chroniques, les diabétiques, les cirrhotiques, les tabagiques. Donc, le tabagisme en lui-même, chez un immunocompétent, est un facteur de risque. Donc, il faut prévenir les infections à pneumocoque chez eux. L'alcoolisme, les gens qui ont des pertes de liquide céphalorachidien et les gens qui ont les jeunes qui ont des implants cochléaires. Puis il y a les maladies qui sont reliées à la rate ou une absence ou un malfonctionnement de la rate, donc c'est les hémoglobinopathies et les maladies acquises congénitales ou bien une dysfonction de la rate. Puis il y a les immunodéprimés, les maladies immunodéprimantes ou les immunodéprimés comme les VIH, les insuffisants rénaux avec syndrome néphrotique, les maladies immunosuppressantes ou associées à un traitement immunosuppressant ou à une radiothérapie importante, les néoplases, les cancers solides, les leucémies, les lymphomes et les transplantés d'organes, et sûrement les déficits congénitaux immunitaires. Tout ça, ce sont des gens à risque. Il faut se rappeler de ces groupes-là. Donc, on va diviser le vaccin en deux groupes. Les gens qui sont naïfs au vaccin, qui n'ont reçu aucun des deux vaccins, donc ni le PCV13 ni le 23, versus les gens qui ont reçu un de ces vaccins. Donc, si on est âgé entre 19 et 64 ans et on est à risque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça inclut donc les problèmes d'asplénisme, les maladies immunodéficientes ou qui entraînent une immunodéficience et les pertes de liquide céphalorachidien ou d'implants cochléaires. Donc, initialement, il faut donner le vaccin, le polyvalent 13, donc le PCV 13, et 8 semaines plus tard, on donne le PPSV 23. D'accord? Et si le malade a un implant cochléaire ou une perte de liquide céphalorachidien, il faut faire un booster 5 ans plus tard. Et puis, il faut redonner un booster après l'âge de 65 ans. Donc, ça, c'est le schéma pour quelqu'un qui est à risque. Et comment on commence? Si le risque, il est à haut risque. Si le risque, il est moyen, donc on donne le PPSV 23, ou bien on donne le PPS 13 après l'âge de 65 ans, et puis un an plus tard, on donne le PPS 23, ou bien 5 ans plus tard, on donne le PPS 23 de nouveau. Donc, ça, chez les malades qui sont naïfs au vaccin. Chez les malades qui ont eu, il y a beaucoup de gens qu'on voit qui ont déjà eu le PPS 23, qui ont été déjà vaccinés. Donc, on va diviser les gens en deux groupes, les gens qui sont jeunes et qui sont à risque, les mêmes risques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va donner, après le PS 23, si on peut, le PCV 13 un an plus tard. Et si c'est des gens qui ont l'implant cochléaire ou qui ont des fuites de liquide céphalorachidien, il faut donner un boost 5 ans après le PPS 23. Ou bien, si l'âge a dépassé 65 ans, il faut redonner un boost de nouveau. Si les gens sinon, si le patient est à risque, il n'est pas à risque, on donne le PC23 juste après l'âge de 65 ans ou bien un an après le PPS 23. D'accord? Et si on donne le PPS 23 un an après le PCV 13, si ça fait plus que 5 ans qu'il avait déjà reçu le PPS 23. Donc ça, c'est l'algorithme. Pour les gens qui sont en 19 et 64 ans, pour les gens de plus que 65 ans, il faut donner. Donc, on commence par le PCV 13 et un an après, ça doit être donné un an après le PPS 23. Donc, si on trouve un malade qui a déjà reçu le PPS 23, on lui donne un an plus tard le PCV 13 et après, on lui donne un rappel 5 ans après du PPS 23. D'accord? Donc, ça, c'est les recommandations pour les gens naïfs, les gens à risque et les gens qui ne sont pas à risque. Donc, pour conclure, le pneumocoque est l'infection à pneumocoque invasive, une maladie qu'on peut prévenir et qui est mortelle. Il faut considérer les vaccinations dans tous les groupes d'âge, suivant les risques des patients. Il faut identifier les patients à risque.
il faut se rappeler que je ne suis pas pédiatre, mais quand on vaccine les enfants de moins de 4 ans, on peut aider dans la herd immunity. Il faut commencer par le PCV13 quand les malades sont naïfs, suivi du PPS 23, et il faut faire un booster de 5 ans plus tard chez les malades à haut risque avec le PPS 23. Voilà. Merci Georges pour cette belle présentation. Donc, une question, tout d'abord, une petite remarque pour le Dr Maïfa Khouri. Elle va présenter sa partie sur les effets secondaires après la présentation du Dr Jad Habib et Dr Jacques Chahir. Donc, en attendant, Dr Jad Habib pour partager son screen, une question à Dr Dabar. Est-ce que vous pensez que dans ce fameux tableau des malades à risque, est-ce qu'il faut actuellement ajouter les malades qui ont été atteints par la pneumonie à Covid? Le problème, Fadi, les malades qui ont été atteints par la pneumonie à Covid, ils ont des séquelles souvent. On a vu beaucoup de kystes, de bronchiectasie, comme tu l'as dit dans l'introduction. Donc, ces gens-là ont des maladies de structure pulmonaire qui vont persister et donc sûrement ils sont à risque. Alors que les gens qui ont une radiothorax normale et qui n'ont pas eu de pneumonie sévère, ils ne le sont pas, à moins qu'ils soient à plus que 65 ans. À ce moment, on le recommande juste dû à l'âge. Merci. Merci à toi. Dr Jad Habib. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran. Oui, mais on voit nos photos aussi. Donc, Rabia. Ah, voilà. C'est très bien. C'est bon? Oui, excellent. Okay. Merci, Dr Haddad. Merci pour les organisateurs de m'avoir invité. Je vais parler simplement et essayer de respecter le temps sur la vaccination post-Covid, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour protéger les poumons. Je vais parler donc du vaccin anti-coqueluche. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup d'articles, pas beaucoup d'articles sur le sujet coqueluche et Covid, mais il y a des choses très très intéressantes et certaines similitudes qui méritent d'être un peu développées. Bon, la coqueluche est due donc à un bacille gram-négatif, le Bordetella pertussis qu'on connaît. Maintenant, vous allez tout de suite vous poser la question, on parle d'un virus, Covid, le SARS-CoV-2, et là, on est en train de parler d'une bactérie. Où est exactement la similitude et où se trouve la protection? Bon, dans les vaccins anticoqueluches qu'on connaît, on a un vaccin qui est le vaccin cellulaire et on a le vaccin acellulaire. Ce qu'on utilise le plus, ce sont les vaccins acellulaires. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a moins d'effets secondaires. Ceci dit, le vaccin cellulaire lui-même donnerait un peu plus d'efficacité stable, je veux dire, 78%, alors que la cellulaire va de 71 à 85%. On sait que l'immunité du vaccin cellulaire, s'il existait toujours, aurait été beaucoup plus importante que celle du vaccin acellulaire. Mais vu qu'on a moins d'effets secondaires, nous nous sommes dit, et les autorités se sont dit effectivement, et c'est logique, de retenir le vaccin acellulaire. Sur ce vaccin acellulaire, bon, rapidement, quels sont les protocoles connus de vaccination de ce vaccin donc anti-coqueluche? Il faut dire qu'il n'existe pas à l'état pur tout seul. Il existe combiné à d'autres vaccins, diphtérie, tétanos, etc. Donc, c'est dans l'enfance, ce sont les vaccins du calendrier obligatoire à 2 mois, 4 mois, 6 mois. On redonne un rappel 15-18 mois, 4 à 6 ans, une finale à 12 ans. Et après, théoriquement, on fait un booster tous les 10 ans. J'insiste ici sur ce booster tous les 10 ans que nous tous, on devrait avoir et qu'on ne fait vraiment pas. Je parle des personnes adultes, malheureusement. Et maintenant, en pleine épidémie de Covid, on verra où est l'utilité de ce booster tous les 10 ans. Bon, la grande question, est-ce que le vaccin anti-coqueluche pourrait protéger contre le coronavirus? Ou du moins, si la personne a déjà été atteinte, est-ce que, surtout dans le post-Covid, est-ce qu'il pourrait protéger les poumons? Et c'est là le but de ce webinaire, entre autres. Exact. 100%. Pour le Covid et pertussis. Le Covid et la similitude avec la coqueluche. Bon, est-ce que le vaccin a un rôle protecteur? On sait que la coqueluche et le syndrome de détresse respiratoire dû au Covid, le Covid-19, ont en gros les mêmes présentations cliniques. Deuxièmement, ils ont le même mode de transmission.
Si on voit les détresse respiratoires chez les enfants qu'on peut rencontrer avec la coqueluche, c'est vraiment presque la même présentation que le syndrome de détresse respiratoire par Covid, avec beaucoup plus de mortalité, évidemment, chez les enfants. Maintenant, c'est toujours la question qui se pose. Comment on peut oser mettre une telle similitude alors qu'on parle d'une bactérie et maintenant, dans notre mode actuel, le Covid, c'est un virus. Toujours avec donc Covid et coqueluche, on sait qu'il y a une réactivité croisée entre les virus et les bactéries. Ça a été prouvé, surtout avec les vaccinations contre ces deux agents. On a ce qu'on appelle l'effet hétérologue, ce qu'on appelle le off-target effect d'un vaccin. Tout vaccin, quel qu'il soit, pourrait induire ou bien agir via une réaction croisée. Induire une réaction croisée, donc une efficacité croisée, ou bien agir. C'est-à-dire, cette immunité hétérologue, ça résulte de quoi? En fait, ça résulte, on est en train de vacciner contre une bactérie ou un virus quelconque. Il y a effectivement une réaction croisée si ce vaccin ou cette réaction immunitaire induite par le vaccin rencontre un autre virus ou un autre pathogène, ce qu'on appelle une réaction hétérologue. On tire sur une cible et il y a une autre cible qui est devant nous. En général, l'organisme ne laisse pas cette autre cible tranquille. Il essaie un tout petit peu de se faufiler pour voir s'il peut avoir un bonus sur cette deuxième cible. Alors, cet effet hétérologue, c'est un effet donc, qui donne une protection ou même un effet à long terme. Et là, vraiment, l'importance de la vaccination coqueluche dans le domaine de la Covid actuelle. Donc, effet à long terme, c'est une activation de lymphocytes avec une réaction croisée. C'est une activation de lymphocytes qui ne devrait pas être en principe activée. On est en train de cibler la Bordetella pertussis, donc la bactérie à gram négative de la coqueluche, et on est en train d'activer d'autres types de lymphocytes contre d'autres particules, que ce soit virales ou bactériennes. Évidemment, il y a une production de cytokines pro-inflammatoires, et ça, c'est l'effet inflammatoire du vaccin anti-coqueluche. Il y a un deuxième type d'action, ce qu'on appelle l'innate trait immunity, ce qu'on appelle l'immunité un tout petit peu innée. C'est une mémoire immunitaire qui n'est pas spécifique à un vaccin, mais que le vaccin peut induire, indépendamment des cellules B productrices d'anticorps. Donc, de là, on a effectivement une réponse à n'importe quel autre type d'antigène qui peut se présenter, non spécifique, je dis bien non spécifique. Ça dure malheureusement 3 mois à 1 an. C'est une magnifique immunité que le vaccin peut apporter. Tout vaccin peut attaquer tout type d'antigène qui se présente à lui. Je dis bien tout type d'antigène. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité non spécifique, mais elle est tellement furtive, elle est tellement fugace qu'elle ne peut durer que 3 mois à 1 an. Donc, le premier effet, ce qu'on appelle l'effet hétérologue, c'est celui qui reste le plus longtemps, qui prendra le relais de cette immunité non spécifique, l'innate trait immunity, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, à condition qu'on refasse les booster doses, les doses de rappel, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas grand-chose dans la littérature mondiale concernant Covid et les vaccinations anti-coqueluche, mais j'ai une étude assez intéressante ici qui a été faite au Liban, en fait, à l'université libanaise, à la faculté des sciences, à l'université américaine de Beyrouth, exactement, également. Est-ce que, pour parler des enfants, vu qu'on est en train de parler de la coqueluche, donc c'est surtout les enfants, est-ce que le vaccin anti-pertussis pourrait donner un rôle, ou pourrait avoir un rôle protecteur? Bon, il y a cette revue, c'est en fait une revue de la littérature, beaucoup plus qu'une étude prospective ou interventionnelle, qui teste la plausibilité d'un effet protecteur de la vaccination anti-coqueluche sur la Covid. On sait très bien que entre la Covid et la coqueluche, il y a une différence dans la fréquence, dans la sévérité et dans la mortalité entre les enfants et les adultes. Autant la coqueluche, c'est beaucoup plus l'apanage des enfants et la mortalité et morbidité infantile est très élevée. Autant à la Covid, on se dit, mais pourquoi les enfants ne sont pas atteints?
On a tous entendu cette question, pourquoi l'immunité est forte, l'immunité est faible, ils ont eu des vaccins et maintenant de plus en plus, on parle de l'effet de tous les vaccins qu'ils ont pris dans l'enfance, donc le vaccin de la coqueluche. Et il y a ce fameux effet hétérologue qu'ils reprennent ici dans cette étude libanaise, qui adapte un tout petit peu les vaccinations infantiles aux nouveaux antigènes qui se présentent. Où est le problème? On sait malheureusement que tout cet effet hétérologue dont je viens de parler est surtout associé aux vaccins vivants, atténués ou vivants. On parle du BCG, vous avez tous entendu parler de l'effet du BCG, de la vaccination BCG sur la protection, mais ça n'a jamais été prouvé. Les autres vaccinations, rougeole, rubéole, etc. Alors que le vaccin actuel de la coqueluche, c'est un vaccin acellulaire. Deuxièmement, il y a une revue systématique américaine qui a montré qu'en fait, la vaccination diphtérie, tétanos et pertussis acellulaire ou cellulaire complète pourrait même augmenter la mortalité générale. Elle diminue la mortalité par coqueluche, mais pourrait augmenter la mortalité générale, mais c'est une étude qui a été complètement abandonnée parce que, bon, c'était une revue systématique, mais elle a été très, très critiquée et elle n'est plus, entre guillemets, d'actualité. Mais ça a fait un boom à l'époque. Mais, quoi qu'il en soit, cet effet hétérologue du vaccin, de la coqueluche, sur l'incidence, sur la sévérité de la Covid chez les enfants, quand même, ce qu'on appelle another brick in the wall, on est en train de résoudre peu à peu cette énigme de la Covid chez les enfants. Pourquoi il n'y a presque pas de mortalité, je dis même presque pas, et même pas de morbidité. Bon, une deuxième étude, en fait c'est une étude aussi, est-ce que ce vaccin pourrait protéger, et là protéger, donc on est en amont, avant même d'avoir le premier contact avec la Covid, avec le virus de la Covid. Je rappelle ici, il y a deux petits graphes, ça c'est en Chine, le pourcentage des cas selon les âges, regardez entre 0,9 ans et 10-19 ans, l'incidence qui est basse, le case fatality rate, donc c'est le taux de mortalité, entre 0 et 19 ans, 0 à 9 ans presque nul, et ça c'est en Chine, c'est la Chine qui a au début publié, et c'est normal, c'est eux qui ont publié les premières séries, jusqu'à l'âge de 19 ans, si on voit vraiment le pourcentage par âge, regardez tout de suite après 20-29 ans comment ça a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que l'immunité des enfants est plus forte? Pourquoi pas aussi l'immunité des adultes jeunes, 20-29 ans? Mais on sait que jusqu'à 19 ans, on a toujours les vaccinations infantiles. Nous avons les rappels, dont le fameux rappel du Bordetella pertussis de la coqueluche. Quels sont les mécanismes? Bon, dans Bordetella pertussis, ça c'est le ZE1, c'est celui qui est vraiment mis en cause, mais positivement, dans cette immunité entre guillemets croisée. Il peut provoquer ou modifier ou donner même une immunité croisée contre certains virus en augmentant la résistance naturelle. Deuxièmement, cette souche qui est présente dans les vaccins acellulaires, le ZE1 du Bordetella pertussis a un effet inflammatoire et anti-inflammatoire. C'est un excellent agent protecteur, et ça a été prouvé, ça c'est une méta-analyse, contre les pneumonies sévères et fatales qui étaient induites par le fameux H1N1, H3N2. Ça a été prouvé, certaines études ont dit le contraire, il y a une grande méta-analyse qui est actuellement en cours pour prouver est-ce que le vaccin anti-coqueluche est vraiment protecteur contre H3N2, H1N1, je parle des pneumonies sévères. Mais vous l'avez tous entendu et les résultats sont encourageants. Bon, pour parler des syndromes respiratoires sévères, je viens de le dire en début de présentation, par la coqueluche ou par le Covid, ces deux symptômes ou ces deux syndromes sont à peu près identiques quant à la présentation clinique. L'un chez les enfants, l'autre chez l'adulte. Alors, l'hypothèse dans cette étude-là d'un effet protecteur de la vaccination anti-coqueluche sur le low fatality rate, c'est-à-dire la mortalité basse chez les enfants de moins de 19 ans, c'est surtout dû à cet effet inflammatoire et anti-inflammatoire, les deux, donc le fameux cytokine storm qui tue les adultes. On sait très bien qu'avec la Covid, avec la pneumonie et plus tard la pneumonie fibrose,
chez les adultes avec la COVID-19, c'est ce qu'on appelle, c'est le fameux cytokine storm. Donc, ce n'est plus une question de virus. Au bout du 7e, 8e jour de l'évolution de la maladie, le virus peut même disparaître. Les PCR, bon, évidemment, ils deviennent négatifs, mais on a cette tempête de cytokine storm. Et il y a un effet inflammatoire, anti-inflammatoire du vaccin anti-coqueluche sur cet effet-là. D'où maintenant, de plus en plus, est-ce qu'on donne en même temps, et on recommande le rappel chez tous les adultes à travers le monde, surtout ceux qui ont pris le vaccin, de se faire vacciner anti-coqueluche. On a aussi un nouveau vaccin qui est en train d'être mis à l'œuvre, anti-coqueluche, ce qu'on appelle l'atténuated. Donc là, on est en train de parler d'un vaccin vivant, mais c'est un vaccin nasal pour carrément empêcher les entrées des virus, y compris celui de la COVID. Bon, on est toujours à une phase 1, mais c'est en train d'être un tout petit peu évalué. Comme on voit, on a vu dans les deux séries que la Chine a publiées, dans la tranche d'âge, à partir de 20 ans jusqu'à 50 ans ou 60 ans en plus, vous allez le revoir dans les séries, on a une incidence très très importante donc de l'incidence du Covid-19, de la COVID-19 chez les patients. Donc l'incidence augmente énormément. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on pense, et on pense toujours, on n'a pas une certitude, mais en face que effectivement c'est le fading out, donc la disparition de l'immunité qui a été provoquée ou produite par les vaccinations infantiles, spécifiquement par le vaccin anti-coqueluche qui a cet effet anti-inflammatoire et un pro-inflammatoire aussi sur le cytokine storm. Et sur effectivement l'entrée même du virus ou la première exposition. Deuxièmement, il y a une étude aussi qui a été faite par Giuseppe Leto, donc c'est un chercheur italien, qui a montré ici rapidement qu'effectivement, il a montré un peu comme la Chine, et on le reprend un peu le death rate, donc le taux de mortalité selon les âges, beaucoup plus à l'âge adulte, comme on l'a montré. Les enfants et les adultes jeunes sont beaucoup plus protégés de la présentation sévère de la maladie. Il y a deux explications, selon lui. Il y a ce qu'on appelle une explication épidémiologique et l'autre immunologique. Dans l'explication épidémiologique, le Spanish flu, on a parlé de la grippe espagnole du début du siècle. Si on voit le Spanish flu, la grippe espagnole, le grand taux de mortalité, c'était beaucoup plus chez les adultes de 20 à 45 ans. Pour les autres, c'est-à-dire celles qui ont suivi, il y a ce qu'on appelle le Asian flu en 56 et le Hong Kong flu en 68, il y a eu un shift carrément de la mortalité jusqu'aux adultes, 55, 65. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la grippe espagnole, il n'y avait toujours pas les vaccinations qui ont explosé, entre guillemets, à partir des années 1930. Donc, les enfants en 1930 qui ont été vaccinés à 26 ans, en 1956, au Asian flu, n'ont pas été, entre guillemets, n'ont pas eu cette sévérité de la maladie, d'autant, a fortiori en 68. Ce n'est pas le cas de la grippe espagnole. Ils n'étaient pas vaccinés avant. On sait qu'effectivement, la mortalité a été beaucoup plus dans le Asian flu et le Hong Kong flu après, au niveau de la 5e décade de la vie. Ça se comprend très très bien parce que avant ça, on avait toujours les effets des vaccinations infantiles et des rappels qui existaient. L'observation immunologique, donc pas épidémiologique, et ça, ici, Giuseppe Leto l'a bien étudié sur ce qu'on appelle l'immunothérapie anticancéreuse. Et là, on parle un tout petit peu, parce que les vaccins à ARN aussi ont été utilisés, entre guillemets, à la base, pas comme vaccin, mais comme vecteur d'attaque contre les cellules tumorales, in vivo et in vitro. Il y a une possibilité, donc... Habib, il reste encore 1 minute. Fini, je termine. Il y a une possibilité de diminuer donc, la croissance cellulaire. C'est une réponse immunologique de la vaccination sur les CD8, T-cell mediated. J'ai parlé des effets inflammatoires et anti-inflammatoires de ces vaccins. Donc, en dehors de leur effet sur les cellules B et la production d'anticorps, il y a une coopération entre les CD4 et CD8. C'est un tout petit peu complexe, mais c'est pour vous dire qu'il y a une grande action immunologique indépendamment des anticorps, des vaccinations et de la vaccination diphtérie, tétanos, coqueluche. Lui, il a étudié les trois en même temps. Et c'est la vaccination qu'on donne chez les enfants. Donc, toujours dans l'observation immunologique, le diphtérie, tétanos, coqueluche peut réactiver les T-cells, l'effet mémoire.
après le premier contact avec la COVID. Ça, c'est excellent parce que Giuseppe Leto, c'est lui qui l'a prouvé, ou qui l'a étudié dans cette étude, que même après un premier contact, si on peut recevoir un vaccin ou un rappel anti-coqueluche, ou bien si on l'a eu récemment, on a une réactivation rapide de l'effet mémoire. Voilà, ça peut donc réveiller l'immunité contre certains coronavirus qu'on a déjà vus. Et bien sûr, ces anticorps pourront attaquer cet antigène et ce qu'on appelle et provoquer la limitation ou induire la limitation de ce l'ancrage. Rapidement, donc après cette exposition, il y a un effet rapide de l'immunité, un effet prolongé qui pourrait prévenir cette atteinte sévère pulmonaire. Bien sûr, je l'ai dit rapidement, ça peut aussi attaquer ou ça peut aussi intéresser d'autres types d'antigènes qui peuvent se présenter. Donc, en résumé et en conclusion, cette vaccination, diphtérie, tétanos, coqueluche, pourrait aider non seulement les patients déjà infectés par le Covid, mais avant. En conclusion, rapidement, on sait que ce vaccin pourrait avoir, je dis bien pourrait, parce que c'est toujours à l'étude, mais c'est très, très encourageant, une incidence très forte sur l'incidence chez les enfants, sur une protection infantile, low fatality rate. Il y a ce qu'on appelle l'effet du nouveau vaccin qui va être fait contre la coqueluche, le vaccin nasal en principe, qui va même empêcher l'entrée des virus elles-mêmes, et c'est très très important. Effectivement, il nous faudrait beaucoup plus d'études pour essayer un peu d'étayer tout ce qu'on vient de dire, et améliorer ce qu'on appelle le outcome, surtout dans les populations à haut risque et les populations adultes. Et je vous remercie et désolé pour le retard. Jad, merci beaucoup, merci énormément. Vraiment, c'était out of the box. Maintenant, je passe la parole à Dr. Jacques Chaer. Je pense qu'il a préparé ses slides. Oui, je refais. Merci beaucoup, professeur Haddad. J'essaie de nouveau de faire un d'accord, là. Donc, est-ce que c'est bon là? Oui, excellent. La vaccination antigrippale. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, merci bon. beaucoup. Merci pour les organisateurs. Merci, cher ami, Dr. Haddad. Et donc, je vais essayer de gagner du temps avec mes 152 slides maintenant ce soir. Donc, s'il vous plaît, cessez de bouger. Bon, la vaccination antigrippale à l'ère de la COVID. Donc, je commençais un tout petit peu par un petit rappel. Donc, les virus influenza type A, B, C et D, au moins maintenant, sont des virus ARN de la famille des orthomyxophiridae. Et en fait, ce qu'on connaît actuellement dans le monde, c'est bon, les types A, qui en fait n'étaient pas des virus humains, mais ils le sont depuis 1914-18 jusqu'à maintenant, avec plusieurs sous-types. On va voir les sous-types. Et on connaît très bien les virus B, qui sont des virus humains, dont les deux grands champions, la Yamagata et la Victoria, qui prennent la relève l'une à l'autre. Dernièrement, on a les Victoria, on a eu les Yamagata pendant une vingtaine d'années auparavant. Donc, c'est quoi les H et les N? Les H et les N sont les lemmagglutinines. Il y a 18 différentes lemmagglutinines et 11 différentes neuraminidase sur la paroi virale contre lesquelles on peut avoir des actions immunitaires et qui, en changeant, font deux choses, le drifting et le shifting. Le drift, c'est une variation mineure qui est annuelle, en fait, et c'est pour cela qu'on a des petites épidémies annuelles. Et donc, c'est pour cela que chaque année, on a une amélioration vaccinale pour couvrir les souches susceptibles de circuler. Et en fait, il ne faut pas s'affoler en disant pour le vaccin de la COVID, comment ils l'ont fait en un an. Bon, très bien, là, on fait les vaccins anti-grippaux, anti-influenza en moins qu'un an. Donc, ce n'est pas la mer à boire actuellement. Le shift, donc, c'est cette variation majeure qui crée de nouveaux virus et pour lesquels il peut y avoir un risque de pandémie, comme on les a eus depuis 1918 sur 2, 3 ou 4 fois déjà. Donc, quels sont les symptômes? Vous le connaissez mieux que moi. Ça peut être diffus. L'atteinte au virus influenza peut donner surtout de la fièvre, mais ce n'est pas constant. 10% sont affébriles.
Et puis, on a des myalgies, des céphalées, une atteinte cardiaque, respiratoire, musculo-squelettique, ça peut donner des avortements, etc. Et donc, ça peut connaître des maladies très simples, comme ça peut aller jusqu'à une maladie sévère et aller jusqu'à la mort parfois chez les malades à haut risque. Les moyens de contagion, c'est tout proche, tout comme la COVID, ce sont les gouttelettes. Les gouttelettes de salive en urinant, en parlant, en toussant, et donc ces gouttelettes se déposent dans la bouche au nez, aux yeux des receveurs, tout proche, à distance de 1 mètre et demi ou jusqu'à 2 mètres. Mais souvent, on peut se contaminer parfois, moins souvent, par les fomites, donc par les surfaces et les objets contaminés directement. Bon, là, il y a eu plusieurs études en long et en large sur combien le virus survit sur le plastique, le verre, le métal, etc. Bon, on va dire quelques heures, pas plus, parce que ça a été ces études ont été tombées à l'eau, donc en fin de compte, quelques heures suffisent. Donc, c'est une maladie virale, l'influenza, la grippe, hautement transmissible. On sait très bien que l'incubation est à 4 jours, mais à mi-incubation, donc après 2 jours, jusqu'au 9e jour, en fait, on peut avoir des contagions. Donc, les gens peuvent contaminer les autres, même avant d'avoir les symptômes, qui durent environ 1 semaine. Et donc, c'est les choses qu'on vient de dire, les gouttelettes. Donc, et c'est la même chose, c'est une similitude avec la COVID. Donc, pour le SARS-CoV-2, c'est un peu la même chose. C'est pour cela que cette année, parce que tout le monde, heureusement, portait des masques, on a eu très, très peu et rarement des infections à influenza. Et donc, très bien, là, on peut sourire actuellement. Donc, les gens portent des masques. Jusqu'à quand, Dieu le sait. Pour continuer, qui sont les personnes à haut risque? C'est les gens qui ont plus que 65 ans, qui ont des maladies chroniques, de l'asthme, du diabète, des néphropathies, des cardiopathies, des maladies auto-immunes, les femmes enceintes sûrement, les petits-enfants. Et on pourrait ajouter les gens atteints de la COVID, parce que les gens atteints de la COVID, s'ils gardent des séquelles pulmonaires, ils rentrent dans le cadre des maladies chroniques pulmonaires. La prévention, c'est la vaccination annuelle. Très bien, il faut se couvrir le nez en éternuant, il faut mettre un masque, il faut se laver les mains, très, très important. Mais ceci n'est pas remplaçant de la vaccination annuelle. Donc, plusieurs études pour l'efficacité de ce vaccin. Je vais les mettre un tout petit peu rapidement sur 2 slides. D'abord, une étude de 2012 dans Vaccine. Ils disent que le vaccin quadrivalent, donc contre le H1N1, H3N2, Yamagata et Victoria de la lignée B, réduit de façon importante les cas annuels, les nombres d'hospitalisations et la mortalité. Une deuxième étude chez les petits de 18 mois jusqu'à 47 mois, très bien, la même chose, le vaccin quadrivalent est immunogénique, il couvre entre 87 et 98% les 4 lignées, H1N1, H3N2, Victoria et Yamagata, et puis il est mieux que le trivalent sur le B Victoria, bon les autres, ils couvrent la même chose. Donc, maintenant, de 3 à 17 ans, la même chose dans Journal of Infectious Disease en 2013. Donc, en fait, le quadrivalent est là au monde depuis 2012, en fait. Donc, on voit très bien qu'il est non inférieur sur les lignées H3N2, H1N1 et Yamagata. Et il y a le B en plus, là, qui montre une supériorité avec un taux de séroconversion qui va entre 70 et 92%. Donc, bien meilleur à celui du trivalent qui était dans les 65-70%. On continue chez les adultes, plus que 18 ans, la même chose. Il est bien efficace, il est immunogène, ça donne une bonne séroconversion. Et donc, une étude qui englobe tout, Vaccine 2016, donc, bon, chez les adultes, quand même, donc on a des tranches d'âge depuis 18 mois jusqu'à l'âge adulte. Tous sont bien répondeurs à ce vaccin qui diminue dans une des études, donc l'hospitalisation et la mortalité. Donc maintenant, l'OMS, qu'est-ce qu'elle dit? L'OMS, elle dit que bon, la grippe, il faut l'arrêter. C'est un fardeau important en plus dans les maladies mondiales qui sévissent actuellement, comme la tuberculose, etc. Et donc, bon, vous voyez très bien les chiffres. Annuellement, 5 à 10% des adultes sont atteints.
et 20 à 30% des enfants. 3 à 5 millions de cas sont sévères, avec 250 000 à 500 000 décès. On ne voyait pas ceci auparavant, maintenant on les voit mieux avec la pandémie de la Covid. Vous voyez très bien que les plus atteints sont les jeunes, à la différence de la Covid, ce sont les vieux. La proportion des plus hospitalisés, c'est 5 à 17 ans, et surtout dans les pays en voie de développement. Donc, un tout petit peu, c'est le Liban. Il y a plein de jeunes, on est un pays en voie de développement, je dirais même en idée de voie de développement, bon, actuellement, avec des chiffres en millions chez les enfants de moins que 5 ans, déjà en 2008. 90 millions de nouveaux cas de grippe, 20 millions d'infections respiratoires inférieures, 1 million d'infections respiratoires supérieures sévères, et puis 111 500 décès. Et en plus, c'est un fardeau économique parce que, bon, les gens qui sont atteints, en fait, il y a des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts directs, c'est hospitalisé, consultation. Les coûts indirects, c'est il ne vient pas au travail, il ne vient pas à l'école, il ne vient pas à son boulot et on doit mettre quelqu'un à sa place. Et donc, en fin de compte, on arrive à dépenser des coûts indirects 10 fois plus que les coûts directs et ça monte jusqu'à 57 millions par million de personnes. Donc, 57 euros par personne dans les pays développés. Et aux États-Unis, ça a été dans les années 2016 jusqu'à consommer 65% du budget des maladies préventives par vaccin. Donc, ce ne sont pas des maladies qui n'ont pas de traitement. Là, il y a un traitement, ça c'est sûr, il y a même un traitement préventif qui est le vaccin. Vous voyez très bien que c'est 8,9 milliards de dollars, quelque chose de faramineux. Donc, de nouveau, le moyen le plus efficace de prévenir cette maladie, prévenir, c'est guérir avant qu'elle arrive, c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est la vaccination. La vaccination et troisième fois, la vaccination. Qui est-ce qui doit être vacciné contre la grippe? Je dirais toute personne âgée de plus que 6 mois, avec de rares exceptions. Donc, tout le monde. Le problème, c'est pas qui est-ce qui doit être vacciné, c'est est-ce qu'on a des vaccins pour tout le monde? Ça, c'est le problème. Donc, non, et on doit faire une ségrégation. Donc, les personnes à risque sûrement. Qui sont les personnes à risque? Selon l'OMS, et en fait selon un tout petit peu les recommandations et anglo-saxonnes et américaines et européennes, ils disent les femmes enceintes, haute priorité. Et on retrouve dans plusieurs études, dont une qui a été faite dans notre hôpital d'Hôtel-Dieu, qu'il y a même des femmes enceintes qui disent oh, je ne vais pas faire le vaccin parce que moi je suis enceinte. Donc, c'est tout à fait contradictoire. Les femmes enceintes sont en priorité pour la vaccination antigrippale. Et donc, les gens âgés, les enfants, ça c'est très important à la différence de la COVID. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un seul vaccin qui est le Pfizer qui a été approuvé il y a quelques jours pour les enfants. Les voyageurs internationaux avec des critères susmentionnés, donc porteurs de maladies chroniques, etc., et dont vient dans les maladies pulmonaires chroniques la COVID, avec les conséquences de la COVID sur le poumon, qui doivent être vues dans quelques minutes, juste après ma présentation, et le personnel de santé, ça c'est sûr, et les personnes à risque d'exposition capables de transmettre aux populations à risque. Donc les gens qui sont avec les gens à risque doivent être vaccinés. Est-ce que la couverture vaccinale réduit les syndromes grippaux? Oui, ça a été prouvé dans une étude anglaise, en fait, en plus en Hollande, en plus en Allemagne. Donc, plusieurs pays européens ont démontré, vous voyez très bien sur le graphe, la ligne verte, qui est un tout petit peu la diminution de la maladie, avec la ligne moutarde, qui fait le taux de couverture vaccinale. Oui, donc, ça réduit les syndromes grippaux, donc ça réduit la maladie. Est-ce que la couverture vaccinale? Oui, on continue. Une étude autre brésilienne a montré une corrélation entre le taux de couverture vaccinale élevé et le taux bas d'hospitalisation, surtout chez les vieux, sur une période de 14 ans. Donc ça, c'est pas trop fort rien. Les Canadiens, dans une étude faite en Ontario, ont fait plein de propagation et donc d'études sur la couverture vaccinale contre la grippe, et ils ont démontré une réduction de l'hospitalisation et de la mortalité associée à un taux élevé de couverture vaccinale. En France, il y a une seule étude, mais qui n'est pas aussi importante que celle des Brésiliens et des Canadiens, qui a montré sur une période de 9 ans une diminution de la mortalité attribuée à cette couverture vaccinale. Donc oui. C'est pour cela que les instances internationales ont mis en fin de compte, un programme universel d'immunisation contre l'influenza. Et est-ce que ça a donné? Donc,
ce programme universel d'immunisation contre l'influenza, oui, il a donné. Donc, ils ont analysé plusieurs. C'est la même étude que celle qui a été faite au Canada, en Ontario. Donc, il y a entre 74% et 79% de réduction de la mortalité, des hospitalisations, des admissions aux urgences et des consultations en cabinet. Et donc, ça diminue tout ce qu'on avait déjà dit, et la maladie, et l'abstinentisme, et le coût indirect et direct. Et donc, ça, c'est très important pour lutter contre cette maladie, en fait, pour l'éradiquer. Est-ce que la vaccination antigrippale réduit la résistance bactérienne? Quelque chose qui me tient bien à cœur. Bon, voyons voir. En gros, toute stratégie visant à réduire la prescription des antibiotiques doit être considérée comme une partie intégrante de la lutte contre les infections bactériennes et contre la résistance bactérienne. Et donc, ces vaccins-là, en fait, ils préviennent des infections bactériennes en réduisant l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi? Parce que quand on a moindre d'infections virales, on a moindre d'utilisation et appropriée en cas de surinfection et inappropriée d'antibiotiques en cas de traitement inapproprié pour des infections virales. Donc, tout de même, c'est vrai que ça diminue. Et la même étude en Ontario a montré une réduction de 64% de prescription d'antibiotiques pour les maladies associées à la grippe. Donc, oui, elle réduit. Donc, ça réduit la maladie, elle réduit les effets directs et indirects de la maladie et elle réduit la résistance bactérienne. Donc, faites-vous vacciner contre la grippe parce que vous vous protégez et vous protégez les autres. Merci beaucoup. Merci, Dr. Jacques, pour cette présentation.